Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en présence, comme dirait Léonard, de mon meilleur invité, Charles Gave lui-même, et en la présence roborative ce matin du DAF, qui, ma foi, a enfin choisi son panier. Alors, on est le 14 avril, on est dans l'entre-deux tours, le bien nommé, avec effectivement ce qu'on pensait avoir, le remake du duel Marine-Macron, avec peut-être une sortie différente de la première fois. Mais avant de revenir sur ce bilan économique, parce que ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire parler Charles du bilan économique de Macron, ce qu'on a pu voir ces 5 dernières années, ce qui nous avait été promis versus ce que l'on a eu en réalité, la maison témoin versus le bouge dans lequel on a été amené. Et en même temps, en arrivant aujourd'hui, Charles, mon père, m'a dit « Écoute, il se passe quand même des choses très embêtantes à l'international dont il faudrait parler aux gens. » Donc cette émission va se faire en 2 temps. On va d'abord parler de cette actualité internationale qui nous touche forcément par répercussion, peu comme l'Ukraine nous touche, comme ces histoires-là qui se passent au Pakistan vont nous toucher, et surtout en ce que c'est le rapport des États-Unis au monde, avec visiblement aussi les rapports avec la Chine, dont on vous a amplement parlé aussi ici. Donc, Charles, est-ce que tu peux nous faire un petit débrief, justement, parce que c'est vrai qu'on est tellement obnubilé aussi par notre propre petit nombril d'entre-deux tours qu'on en oublie qu'il se passe des choses dans le monde, quand même aussi. Voilà, il se passe des choses dans le monde, et d'habitude j'essaye de dire légèrement des choses sérieuses, vous savez, c'est-à-dire... Bon, c'est pas parce que la situation est désespérée qu'il faut pas rigoler de temps en temps. Mais là, j'ai pas du tout envie de rigoler, et j'aimerais beaucoup que les 5 ou 10 premières minutes, là, si vous pouviez, vous les renvoyer au maximum de gens, parce que ce qui se passe est quand même très très important. Donc, c'est aussi un appel à la diffusion large de ce que je vais essayer de dire. En France, nous sommes très mal informés sur l'international, et je voudrais essayer de replacer un peu ce qui se passe dans le monde. Et je vais commencer avec une constatation. C'est qu'aux États-Unis, au moment de la présidence de Bush le deuxième, le fils, il y a une série de gens qui ont pris le pouvoir dans la structure de pouvoir américaine qui s'occupe de politique étrangère, qui s'appellent les néoconservateurs. Ce sont tous des anciens de l'extrême gauche qui ont rejoint une politique tout à fait dangereuse. Et ces gens-là sont organisés autour d'un certain nombre de gens qui sont la famille Kagan, qui est une famille un peu spéciale, et une autre qui s'appelle Peggy Noonan, qui est d'ailleurs la femme d'un des Kagan, et qui est celle qui avait organisé le coup d'État de Maïdan contre le président démocratiquement élu en Ukraine, et c'est là que tout a commencé en Ukraine, où l'Ukraine est partie au volo. Et ces gens-là, pour ceux que ça intéresse, pour vous donner mes sources, Monsieur Kagan, Robert Kagan, je crois qu'il s'appelle, vient d'écrire un article dans le Foreign Affairs, vous savez, qui est un petit peu la revue officielle de la politique étrangère américaine, dans lequel il explique tranquillement que comme les États-Unis sont la puissance la plus importante aujourd'hui, mais qu'elle est peut-être maintenant en déclin ou mise en conteste par d'autres puissances, il est urgent de taper sur ceux qui sont pas encore arrivés au plus haut, de façon à les faire tomber quand les États-Unis sont les plus forts, quoi. C'est-à-dire de taper sur les plus petits de la cour de récré, en gros. De taper sur les plus petits de la cour de récréation, exactement. Mais ce qu'il y a d'effrayant dans cette histoire, c'est que du coup, ça justifie. Mais c'est simplement pour que les États-Unis restent les premiers, qu'ils aient pas pour tuer le candidat éventuel quand il est petit. Et donc, ils disent tranquillement que, par exemple, il aurait fallu taper sur la Russie. Mais lisez cet article dans Foreign Affairs en 2014, quand la Russie était encore faible, n'avait pas encore les armes qu'elle avait, etc. Mais le type le dit tranquillement. Donc, c'est une justification de la guerre. Depuis 1945, on nous avait fait croire qu'on allait vers un monde qui allait être régi par la loi internationale, et les contrats, les traités, etc. Et on est en train de se rendre compte que cette loi internationale s'applique à tout le monde, sauf aux États-Unis. C'est un peu la thèse qu'avait défendue Monsieur Pozzo di Borgo ici, dans une émission où je l'avais interviewé sur ce qui se passait en Ukraine, et il était très compétent. Et j'encourage tout le monde. On le remercie encore d'être venu. On le remercie, mais j'encourage tout le monde à aller voir cette émission, parce que c'est un homme compétent. On a eu énormément, alors on a eu beaucoup de vues sur cette émission. Je crois qu'on en est à
presque 100 000 vues, ce qui est très bien. Mais surtout, parce que c'est moi qui m'occupe des commentaires, j'ai eu un nombre de commentaires que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que les gens qui ont vu l'émission étaient foudroyés d'intérêt et vraiment laissaient à chaque fois des commentaires disant oui, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, le jeu s'est vraiment engagé. Ça, c'est très agréable. Et donc, parce que Pozzo di Borgo a vu la diplomatie américaine à l'œuvre, puisqu'il a été aussi dans la diplomatie française en Ukraine. Donc, on voit bien ce jeu. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, le nouveau président américain a été élu, M. Biden. Tout le monde sait qu'il est gâteux, qu'il est sans espoir. Et j'en arrive à me dire si cette espèce de camarilla n'a pas aidé à la réélection de Biden par tous les moyens, pour être certain de pouvoir faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le président... Ils ont mis en pantin parce qu'évidemment, avec Trump, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils ont mis Kamala Harris pour faire encore aussi joli. Un autre pantin. Et derrière, ils font ce qu'ils tirent les ficelles. Ils tirent les ficelles. Et par exemple, je vais vous dire, il y a quelques mois, vous vous en souvenez peut-être, il y avait eu une tentative de coup d'État au Kazakhstan. Vous savez, le Kazakhstan, c'est cet État qui était autrefois dans l'Union soviétique, dans lequel il y a d'énormes réserves de pétrole. C'est tous les stands qui sont en bas. Et le Kazakhstan, mais c'est le plus gros. Et là, la Russie avait envoyé quelques bataillons pour rétablir l'ordre et rétablir l'état normal. Et donc, une fois de plus, ils avaient été contrés par Poutine. La même chose s'était passée lors de la guerre civile en Russie. Pour ceux que ça intéresse, il faut qu'ils voient... Pas en Russie, pardon, en Syrie. Il faut qu'ils voient l'émission qui avait été faite par Robert Dumas, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères français, dans lequel il expliquait que il y avait des gens, quand il n'était plus aux affaires, qui étaient venus le voir à Londres, quand il était de passage à Londres, pour lui demander ce qu'il penserait si on essayait de débarrasser de la famille Assad. Donc il le disait tranquillement, et que c'était des Américains et des Anglais qui venaient le voir pour lui dire mais si on organisait, il y a eu ensuite le coup d'État en Syrie, la tentative de coup d'État, et des centaines, des dizaines et des centaines de milliers de morts, et voilà, et ça a été fait ensuite. Et en plus, après ça, vous avez eu l'Ukraine. Et puis où il y a eu énormément aussi de pression américaine pour qu'aucune solution ne soit trouvée avec la Russie. Et là, il y a deux événements qui m'inquiètent énormément. Le premier, ça se passe dans un endroit dont personne n'entend, je n'ai jamais entendu parler, qui est les îles Salomon. Vous savez, c'est quelque part dans le Pacifique, par là-bas. C'est vers où? Attends, parce que c'est au milieu du Pacifique, là-bas, c'est une de ces îles du Salomon. Et ils viennent de signer un accord de défense, parce que c'est au milieu du Pacifique, et donc c'est stratégique, c'est-à-dire que... Oui, ça peut être des relais pour des bateaux, des avions, on peut mettre des bases missiles, j'imagine. Etc. Et donc... ils étaient très pressurés par les États-Unis pour devenir gentils, pour suivre ce que voulaient les États-Unis, et ils viennent de signer un accord de défense avec la Chine. Ah oui. Et donc, ça va amener la Chine au milieu, mais on voit bien la bataille qui est en train de se passer là-bas. Sur le Pacifique qui est en train de se passer. Donc, une petite démocratie comme les îles Salomon a donc décidé de s'allier avec la Chine plutôt qu'avec les États-Unis. Tellement ils sentent la pression des États-Unis très forte. Et là, depuis 4 à 5 jours, vous avez quasiment un coup d'État contre le patron du Pakistan, où il y a quand même 270 millions d'habitants, qui était un énorme pays, et pour le virer. Il a été viré de façon soi-disant légale, mais enfin, il y a mais aujourd'hui au Pakistan... Et pourquoi il l'aime pas? Pourquoi ils veulent le virer? Parce que la veille, il était en Russie... Avec Poutine? Avec Poutine, discutant tranquillement, justement, de la livraison de pétrole, tout ça. Ah oui, donc c'est cousu de fil blanc. C'est cousu de fil blanc, donc on voit très bien ce qui se passe. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de déstabiliser tous les pays qui refusent de condamner la Russie. Mais le Pakistan, d'un côté, ça touche à l'Iran, de l'autre côté, ça touche à l'Inde. Et c'est un endroit extrêmement important. Je suis pas sûr, mais je crois aussi qu'ils ont je sais pas s'ils ont une frontière avec la Chine, mais je sais pas. J'ai pas regardé la carte. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis ont l'air d'être engagés dans une accélération de leurs interventions partout, de déstabilisation des pays.